Quand on parle de retraite, on pense évidemment aux facteurs financiers. Hein? La retraite, c'est de l'argent en premier lieu. On va en avoir assez pour passer à travers ce qu'on présuppose être une longue retraite. Parlant de longue retraite, si on regarde les taux en termes d'espérance de vie, et j'ai mis quelques statistiques à l'écran. Vous avez en passant aussi la présentation au format papier dans le kit qu'on vous a remis. Donc, si vous voulez suivre et prendre des notes, soyez bien à l'aise. Quand on regarde l'espérance de vie, au fait, il faut faire attention quand on en parle. Première des choses, on va souvent parler d'espérance de vie d'une personne de l'âge de 65 ans. L'âge de 65 ans, c'est un âge où on se retrouve, avec un âge normal de retraite d'il y a jadis. Si on recule il y a 20, 30, même 40 années, l'âge de retraite normal était souvent axé à 65 ans. Les régimes qui étaient offerts aux participants, aux membres de différentes organisations, étaient axés à l'âge de 65. Mais 65 ans, c'est un peu trompeur. On regarde à gauche, espérance de vie d'une personne de 40 ans en 2013. Donc, une personne qui avait l'âge de 40 ans en 2013 pouvait s'attendre de vivre jusqu'à 86 ans pour une femme et 82 ans pour un homme. Si cette même personne-là avait 60 ans en 2013, peut s'attendre de vivre jusqu'à 89 ans pour une femme, 85 ans pour un homme. Et une personne qui avait 83 ans en 2013, alors 94 pour une femme et 91 pour un homme. Donc, ça amène la question de survivre ou non à son épargne, qui est un sujet qu'on entend de plus en plus parler dans la différente littérature qui nous est proposée par les différentes institutions financières. Ce que j'ai fait ici, j'ai mis un exemple très simple, un calcul vraiment très simple pour montrer la diminution du pouvoir d'achat ou l'augmentation du coût de la vie pendant certaines périodes de temps. J'ai assumé un taux d'inflation de 2 un taux d'inflation constant de 2 qui n'est pas très loin de notre inflation officielle des dernières 10-12 années, à plus ou moins 0,3-0,4 Et supposons une personne qui veut préserver un pouvoir d'achat de 25 000 par année. Donc, supposons que cette personne-là arrive à la retraite cette année. Elle veut avoir au moins 25 000 de revenus de retraite annuellement. Donc, son pouvoir d'achat en 2015 pour 25 000 si elle veut préserver ce pouvoir d'achat-là au fil des années, mais rendu 20 ans plus tard, ça lui prendrait 37 000 environ. Et 30 ans plus tard, à peu près 45 000 pour maintenir le même pouvoir d'achat que 25 000 lui offrirait aujourd'hui. Ça, c'est juste une inflation de 2 qui est appliquée. Si je veux le voir d'une autre façon, à raison d'un taux d'inflation annuel constant de 2 la même somme de 25 000 qu'est-ce qu'elle va valoir dans 10, 20 ou 30 ans? Mais dans 20 ans, mon 25 000, il ne vaudra plus rien que 16 17 000 Après 30 ans, un peu moins que 14 000 okay? Donc, le but ici, ce n'est pas d'effrayer les gens nécessairement, c'est juste de vous faire rendre compte qu'une modeste augmentation dans le coût de la vie, hein, que ce soit l'essence, l'épicerie, les loyers, etc., l'électricité, justement, vu que l'augmentation vient d'être approuvée il n'y a pas très longtemps, c'est juste pour vous montrer l'impact à long terme de ces petites augmentations-là. Ça devient quand même capital au fil des ans. Je vous ai mis là un tableau, un tableau qu'on a même utilisé, je crois, la semaine dernière, qui montre justement une répartition des revenus à la retraite basée sur un remplacement de revenus de 70 On va souvent parler d'un remplacement de revenus de 70 comme étant un taux ou un montant qui serait suffisant pour maintenir un certain rythme de vie à la retraite. Okay? Puis je vais m'expliquer davantage. Si je prends cette règle-là, on suppose que si j'arrive à la retraite avec un certain salaire, bien, pendant ma retraite, si j'obtiens annuellement à peu près 70 du salaire que je connaissais avant de prendre ma retraite, je devrais être bon pour maintenir le rythme de vie auquel j'étais habitué avant de prendre ma retraite. Donc, si avant ma retraite, je gagnais 50 000 en moyenne, bien 70 de 50 000, c'est 35 000. Donc, à la retraite, si j'ai un 35 000 annuel de revenus, je devrais pouvoir maintenir mes acquis, essentiellement. Pourquoi 70 soudainement à la retraite, ça devient suffisant, alors que quand on travaille dans notre vie active, on a besoin de 100 même des fois 200 de notre revenu annuel? Qu'est-ce qui fait qu'à la retraite, on aurait en théorie besoin de moins d'argent pour pouvoir maintenir le même style de vie? Dans ce calcul-là, je vais vous assurer que c'est quand même général. On assume
Premièrement, que si la personne en question avait une hypothèque, qu'elle aura réglé son hypothèque rendue à la retraite. Donc, c'est quand même un coût important qui vient de se régler là. On assume que si la personne en question a eu un enfant ou des enfants, que ces enfants-là sont rendus, je veux dire, un peu plus autonomes qu'ils l'étaient quelques années auparavant. On suppose une baisse dans certains coûts reliés au travail. Bon, supposons une deuxième voiture qui servait à la famille, bon, les vêtements, etc. Donc, ce genre de baisse un peu hypothétique, mais qui sont quand même représentatives. Autre chose aussi, c'est que si j'arrive à la retraite, supposons que je ne travaille plus du tout. Je prends ma retraite demain matin, j'arrête vraiment complètement de travailler. Ça veut dire que sur mon revenu brut que je gagnais, j'ai plus besoin de payer de régime des rentes du Québec. J'ai plus besoin de payer d'assurance emploi. J'ai plus besoin de payer peut-être de frais d'association, etc. Donc, j'ai une partie de mon revenu brut qui n'est plus nécessaire pour générer le même genre de revenu net. Donc, c'est des cas par cas, mais le but, c'est au moins de donner des lignes directrices pour vous aider dans votre réflexion. Donc, je reviens à mon exemple au tableau. Si je pars avec la prémisse de quelqu'un qui prend sa retraite à 65 ans en 2015 avec un remplacement de revenu de 70 %, on va y aller avec l'exemple du milieu de 50 000. Les chiffres sont ronds, c'est facile. Donc, supposons que la personne avant la retraite gagnait environ 50 000. Elle désire un ratio de remplacement de revenu de 70 %, donc 35 000 par année. Là-dessus, il y a une partie qui va venir du régime des rentes du Québec. Okay. Environ presque 12 000 dans ce cas-ci. Il y a un montant qui va venir à 65 ans ou peut-être à 67 dans certains cas de la pension de vieillesse qui est payée par le gouvernement fédéral. Donc, pour un total, pour ces deux bénéfices-là, d'environ 18 686 dans l'exemple qui est mentionné ici. Pour me rendre à 35 000, ça me prend encore un autre 16 300 annuellement. Il va venir d'où, ce 16 000-là? Bien, il va venir essentiellement de l'épargne que j'aurai accumulée en cours de route, que ce soit seul ou avec l'aide de mon employeur ou d'une association comme l'Actis, supposons. Bien, pour acheter une rente qui va me donner 16 300 de revenus annuels en 2015, ça me prendrait presque 270 000 d'actifs dans mon REER pour faire cet achat-là. Au niveau de la pension de sécurité vieillesse, c'est basé sur un facteur de résidence au Canada. Donc, si vous avez habité au moins 40 années au Canada avant d'avoir l'âge de 65 ans, vous êtes en droit de recevoir le plein montant de la pension de sécurité de vieillesse. J'avais mis un exemple à 75 000 que vous voyez dans votre version imprimée. Donc, il y avait vraiment une coupure pour chaque groupe de revenus. Donc, ce que vous voyez ici, c'est un budget très standard, très traditionnel, mais quand même complet. Je pense qu'on a quand même couvert la plupart des postes budgétaires là, qui pourraient exister pour la personne moyenne. Je devrais avoir 40 000 par année, 20 000 par année, 10 000, 100 000? Bien, ça dépend sur qu'est-ce que vous avez de besoin. Donc, le but, c'est essentiellement de voir, bien, maintenant, ça me coûte tant, à peu près. Puis plus tard, bien, combien je pense que ça va me coûter. Si mon budget il me dit que j'ai besoin de 26 000 par année, puis que dans ma tête, moi, je pensais qu'avec 20 000 par année, je serais correct, bien, mieux vaut le savoir maintenant qu'en prendre conscience dans quelques années quand ça sera trop tard. Au niveau des sources de revenus, puis là, on va commencer à préciser le tir un peu. Vous avez, je vais passer rapidement sur celle-là, par contre, vous avez, comme vous connaissez tous, le régime des rentes du Québec, auquel vous cotisez. La pension de la sécurité de la vieillesse, qu'on a parlé tout à l'heure, on va en rejaser. Votre régime d'épargne collectif offert avec l'Actis. Donc, l'Actis cotise, par l'association, cotise un montant selon les cachets que vous obtenez auprès des producteurs. Et peut-être d'autres épargnes personnelles ou d'autres actifs personnels, le cas échéant, qui viennent compléter la pointe de la pyramide ici. Ce n'est pas un hasard qu'on a mis la sécurité de la vieillesse puis la RRQ en bas ici. Ils sont là pour refléter la base de votre revenu de retraite. Donc, peu importe les autres épargnes que vous aurez accumulées, une fois que ces sommes-là commencent à être payées au niveau de la pension de vieillesse et du régime des rentes du Québec, elles sont payables tant que vous êtes en vie. Donc, ça offre quand même une base, même si ce n'est pas parfait, ça offre une base à votre revenu de retraite. Si je commence à aller un peu plus en détail, donc on reprend la petite pyramide qu'on vient de voir il y a quelques instants.
Le programme d'épargne collective, le régime des rentes du Québec, la pension de vieillesse, le supplément de revenu garanti aussi. Les autres épargnes en vue de la retraite, que ce soit d'un REER, d'un CELI, des épargnes non enregistrées, etc. Ça peut être des revenus de location, etc. Et peut-être qu'il y a des gens ici qui vont prévoir continuer à travailler un peu de façon sporadique à la retraite pour combler leurs besoins en revenus. Le régime des rentes du Québec. Alors, on va rentrer dedans. Le régime devient accessible à partir de l'âge de 60 ans. Il y a, malheureusement, mais il ne faut pas être étonné non plus, il y a une réduction applicable si vous prenez le régime de la RRQ avant l'âge de 65 ans. Et je vais attirer votre attention, en tout cas dans quelques instants, sur la feuille qui est là, mais la pénalité applicable ou la réduction applicable, elle s'est accrue et elle va s'accroître encore un peu jusqu'en 2017 de mémoire. Il y a un ajustement positif si vous attendez après 65 ans pour sortir le RRQ. J'y reviens. C'est un régime auquel vous êtes obligé de cotiser. Donc, c'est un régime contributif. Il y a une rente qui est versée mensuellement jusqu'au décès. Ce montant de rente-là est imposable. Okay. C'est un montant qui est indexé au coût de la vie. Okay. C'est pas... Quand on regarde les régimes à prestations déterminées traditionnels, la caractéristique la plus coûteuse dans ces régimes-là, c'est celle de l'indexation. Puis je vous donne un exemple bien simple. Si quelque chose coûte 1 $ aujourd'hui, puis ça augmente de 2 % l'année prochaine, ça devient 1 $ et 2 sous. L'année suivante, c'est un autre 2 %, mais c'est 1 $ et 4 sous. L'année suivante, bon, 1 $ et bon, vous comprenez l'exemple. Mais c'est sur le montant initial de 1 $. Mais s'il y a plusieurs milliers de personnes ou centaines de milliers de personnes qui reçoivent tous 1 $ et qu'on applique l'indexation à chacun de ces dollars-là, bien, ça devient un coût vraiment exponentiel pour le régime. Okay? Donc, le régime des rentes du Québec, souvent, on va entendre des commentaires négatifs à son égard, mais honnêtement, c'est un régime qui, jusqu'à date, a tenu sa part du marché, si on pourrait dire, et continue de la tenir. Mais il y a des ajustements qui se sont faits dans les dernières années, qui continuent à se faire, puis qui vont continuer à se faire encore de plus en plus, étant donné qu'il y a de plus en plus de gens qui deviennent retraités et moins en moins de gens en âge de travailler pour payer les dits bénéfices donnés par le régime des rentes du Québec. En 2015, le régime peut payer un maximum de 1 065 par mois. Okay? Donc, c'est la prestation maximale payable pour l'année 2015. Pour quelqu'un qui aurait cotisé pendant toute sa carrière, ou enfin l'ensemble de sa carrière, aurait cotisé toujours au maximum des gains admissibles. Le régime des rentes est adossé sur votre salaire, essentiellement. Vous cotisez selon le salaire que vous gagnez jusqu'à un certain seuil maximal. Ce seuil-là, c'est le maximum des gains admissibles. En 2015, le maximum des gains admissibles, c'est 53 600 $. Donc, mettons, vous prenez à 60 ans, vous allez avoir une réduction de plus de 30 % qui est applicable sur le montant qui aurait été prévu normalement à 65 ans. Par contre, depuis 2014, il y a beaucoup de choses intéressantes qui sont arrivées au niveau du régime des rentes du Québec. Premièrement, vous n'avez plus besoin d'arrêter ou de réduire votre tâche de travail ou d'arrêter de travailler pour pouvoir faire la demande du RRQ. Donc, vous pouvez continuer de travailler à temps plein puis en plus demander votre rente du régime des rentes du Québec. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Donc, premier bon changement. Deuxième changement intéressant, c'est que désormais, les cotisations, étant donné que vous continuez à travailler, même si vous recevez votre rente du RRQ, dès que vous travaillez, vous êtes tenu de cotiser au régime des rentes. Donc, ces montants de cotisation-là sont désormais considérés pour venir bonifier votre montant de rente que vous receviez. Donc, pour quelqu'un qui a pris sa rente à 60 ans, c'est effectivement intéressant. Ça permet de compenser le fait un peu, compenser le fait qu'il y a eu une réduction importante sur le montant, étant donné que la rente commençait à l'âge de... Annuellement, ils vont regarder le montant qu'ils ont reçu. Au fait, je pense que c'est au moment que vous calculez vos impôts, si je ne me trompe pas, mais annuellement, ils vont regarder le montant que vous avez cotisé au régime des rentes avec l'aide de votre employeur ou des employeurs avec lesquels vous avez travaillé. Puis, ou sinon vous-même, là, si vous êtes autonome, le travailleur autonome. Donc, ils vont regarder le montant déclaré, puis ils vont l'utiliser pour ajouter un petit montant de rente sur le montant de rente existant. Ça ne fait pas des énormes changements. C'est peut-être 10 $, 15 $ de plus par mois, 5 $ de plus par mois. C'est pas énorme, mais c'est mieux que rien du tout. Au moins, les cotisations que vous versez à nouveau, elles servent au moins à quelque chose et non pas à bénéficier le reste des gens dans le régime qui ne sont pas encore à la retraite. Et là-dessus, en plus, bien, il y a l'indexation. Donc, le régime, n'oubliez pas, est indexé c'est au 1er janvier de l'année. Donc, traditionnellement, jusqu'à
jusqu'à 2014, le taux d'ajustement était 0,5 % par mois, donc 6 % par année. C'était ça, traditionnellement, le taux de réduction. Fait que quelqu'un qui prenait sa retraite, disons, à 60 ans, du RRQ, là, demandait sa rente du RRQ à 60 ans, voyait une réduction de 30 %. Okay? Donc, 6 % par année fois 5 années, donc 30 % Pour la première année. Parce que là, ça va devenir 0,6 % par mois de retraite anticipée. Si on y va en année, ça veut dire 7,2 % par année à partir de 2016. Donc, disons, en 2016, vous faites votre demande de rente du RRQ, puis vous avez, disons, 63 ans en 2016, bien, c'est 2 ans fois 7,2, donc 14,4 % de pénalité applicable sur le montant que vous auriez normalement dû recevoir à 65 ans. Pour toujours. C'est le même principe. Là, je donnais l'exemple à 60 ans, mais le facteur d'ajournement de rente, donc pour ceux qui attendaient après 65 ans, était de 0,5 % par mois. Autant qu'il y avait une réduction applicable de 0,5 % par mois avant, par mois de retraite anticipée, le même était vrai, mais dans l'autre sens. Donc, on donnait un surplus de 0,5 % après 65 ans. Pour les gens qui disent « j'attends à 66 ans pour prendre ma retraite », ça veut dire 6 % de plus sur le montant. Dans le fond, la Régie, elle ne vous faisait pas un cadeau en faisant ça. Non, si vous décédez, il y a une prestation survivant qui est payable dans certains cas. Aux conjoints survivants. Mais outre ça, non. La chose que vous pouvez faire, par contre, c'est l'argent qui... Mettons, vous prenez votre rente à 60 ans et que vous n'avez pas de besoin, vous pouvez la mettre dans mettons, un REER de conjoint. Au décès de celui qui reçoit la rente, ça s'arrête là. Il n'y a pas de... Il y a une prestation de survivant qui peut être payable. Mais c'est un montant fixe ou c'est à la vie? Bien, il y a les deux. Il y a un petit montant fixe, c'est 2 500 $. Ça, c'est la plus longue. Oui, exactement. Puis, il peut y avoir un certain pourcentage de la rente qui va continuer si votre conjointe n'est pas déjà... si elle reçoit déjà du RRQ, ça va dépendre si elle reçoit déjà ou si elle ne reçoit pas déjà. Puis, si elle reçoit déjà, c'est quoi le montant qu'elle reçoit déjà? Parce que, dans le fond, une personne ne peut pas recevoir plus que le maximum prévu. Donc, passer rapidement les caractéristiques. C'était à la page 13 là, de la présentation imprimée. C'est un montant une pension qui est non contributive. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par ça? C'est que peu importe ce que vous avez gagné comme salaire en cours de route dans votre carrière, la pension est payable à tout le monde. C'est vraiment un facteur de résidence qui est utilisé. Donc, si je reprends l'exemple de monsieur ici qui mentionnait une femme au foyer, donc même si elle n'a pas travaillé sur le marché du travail là, en termes de revenus payables, cette femme-là serait quand même éligible à recevoir la pension de sécurité de vieillesse. Okay? Si elle qualifie aux critères de résidence, qui est d'avoir habité 40 années avant d'atteindre l'âge au Canada, être résident canadien pendant 40 ans avant d'atteindre l'âge de 65 ans. Si une personne, évidemment, ce montant-là, c'est un prorata aussi. Si on parle, disons, d'une personne qui est venue d'un autre pays, une personne qui a immigré d'un autre pays, donc elle doit avoir été résidente canadienne pendant au moins 10 ans pour recevoir un prorata du montant. Okay? Donc, 10 sur 40 ou 15 sur 40 ou 25 sur 40 ou 30 sur 40, peu importe. Donc, ça va être un prorata du montant qui était normalement payable. Okay? Il y a, tout comme le RRQ, la rente est versée sur une base mensuelle. C'est un montant qui est imposable, donc qui s'ajoute à vos revenus imposables. Il y a aussi l'indexation. L'indexation n'est pas calculée de la même façon que pour le RRQ. Par contre, la pension de vieillesse, elle calcule l'indexation à chaque trimestre. Okay? Donc, c'est un peu le même principe de formule d'indexation. Bon, eux aussi vont clamer qu'ils couvrent l'augmentation totale du coût de la vie. C'est pas tout à fait vrai. Mais au lieu de le calculer une seule fois par année, ils vont le répartir sur 4 fois. Donc, à chaque trimestre, ils regardent finalement le trimestre précédent pour voir est-ce qu'il y a eu une augmentation à coût de la vie ou non. La pension de vieillesse a d'autres sous-prestations qui sont non imposables, notamment le supplément de revenu garanti. Il y a quelques personnes là, qui le mentionnaient tout à l'heure. Il y a aussi des allocations survivants, que je vais moins parler ce soir, mais le supplément de revenu garanti, on va le regarder un petit peu. Les conditions pour la pension de vieillesse, présentement, c'est d'avoir avoir atteint l'âge de 65 ans, puis un certain statut légal et de résidence au Canada. C'est que si vous êtes né avant le 1er avril 1958, vous gardez la possibilité d'avoir votre pension de vieillesse à 65 ans. Si vous êtes né à partir du 1er avril 1958 et plus, donc là, pour les 2 années suivantes de naissance, il y a un prorata qui s'applique.
Donc, peut-être que ça va être 65 ans et 3 mois, 65 ans et 8 mois, 66 ans et 4 mois, pour emmener ça à l'âge de 67 ans. Le montant présentement versé par la pension de vieillesse, 563,74 $ en janvier 2015. On va voir s'il va augmenter au 1er avril ou non. Il y a le fameux principe de récupération. Et en anglais, il n'y a pas de terme vraiment efficace en français. En français, on dit récupération. En anglais, il l'appelle clawback. Il est vraiment marqué de même dans les infos fournies par la PSV. Donc, le clawback ou la récupération dépendent année par année sur le revenu que vous allez avoir déclaré. On fait le revenu de l'année antérieure. Donc, si je prends, puis je ne veux pas entrer trop en détail ici, mais le but, c'est juste de vous rendre sensible au fait que si vos revenus annuels dépassent un certain seuil, vous êtes passible de voir le montant de la pension de vieillesse réduire ou voir complètement disparaître pour une année donnée, okay, selon ce que vous déclarez. Donc, c'est réduit de 15 cents par dollar qui dépasse les seuils affichés ici. Fait que le seuil minimal que vous voyez au tableau, seuil minimal de récupération de revenus. Fait que si je prends l'exemple de l'année de revenus déclarée de 2012, le seuil minimal de récupération de revenus était 69 562. Ça veut dire qu'à partir de ce revenu déclaré-là, pour chaque dollar supplémentaire au-dessus de ça, il y a 15 sous qui est récupéré ou qui est pris en clawback. Ça, c'est brut? C'est brut, oui. On fait, c'est bien que vous posez la question, c'est le revenu net imposable. Fait que, mettons, on va faire des chiffrons. Mettons, c'était 70 000. Là. Bien, à 70 000 et 1 $, bien, il y a 15 sous qui s'enlèvent. Puis à 70 000 et 2 $, bien, il y a 30 sous, et ainsi de suite, jusqu'à ce que le montant disparaisse complètement. OK? Donc, pour qu'il disparaisse complètement, en 2012, c'était le maximum, c'est 112 966. Fait quelqu'un qui déclarait un revenu net imposable d'au-delà de 113 000 $ perdait la pension de vieillesse au complet pour cette année-là. Je n'ai pas mis les montants payables ici. Ça peut aller à plusieurs centaines de dollars jusqu'à quelqu'un qui aurait peut-être 10, 15, 20 $. Là, ça dépend toujours, évidemment, à quel point vous êtes proche ou non du seuil. Oui, parce qu'en soi, là, le montant ici, le 17 000, c'est le montant du seuil de pauvreté pour une personne seule en 2015. Oui. C'est un calcul qui est fait annuellement, ça aussi. Oui, bien, selon les différents cas, parce que si vous avez un conjoint qui reçoit déjà la sécurité vieillesse ou non, puis là, il y a d'autres seuils aussi qui sont utilisés. J'ai mis les 3 principaux là, qui concernaient l'ensemble des gens. On va regarder avec l'ACTIS. Donc, vous avez un REER avec l'ACTIS, un REER collectif. Donc, ça aussi, ça va devenir éventuellement du revenu à la retraite. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire avec le REER de l'actif? Puis là, j'en profitais ici juste pour rafraîchir la mémoire sur le programme en soi. Donc, en tant que membre, et selon l'entente de votre convention collective, vous versez 5 % de vos cachets au REER collectif. Le producteur avec lequel vous travaillez fait la même chose, donc un total de 10 %. Et vous pouvez verser au-delà de 5 % sous forme de cotisation volontaire. Chose qui est moins connue, à l'ACTIS, vous avez aussi un CELI qui est offert, un CELI collectif, qui offre les mêmes choix de placement, les mêmes bas frais de gestion. Donc, c'est le même moule, sauf que c'est un CELI plutôt qu'un REER. Donc, ça aussi, c'est disponible à vous. Disons que vous avez maximisé votre espace REER, vous voulez continuer à épargner, bien, c'est un très beau véhicule, le CELI, pour faire ça. Mais effectivement, si votre espace REER est maximisé parce que, bon, vous êtes de nature à toujours aller chercher, à toujours combler l'espace, le CELI devient le prochain véhicule qui est le plus intéressant. Puis des CELI, bon, c'est même offert pour des régimes d'achat d'actions. Vous pouvez avoir un compte de courtage à escompte avec n'importe quelle institution financière, puis vous transigez vos actions dans le CELI. Tous les gains que vous faites sur vos actions, s'il y a lieu, là, je souhaite des gains là, plutôt que des pertes, là, mais tous les gains que vous faites sont générés à l'abri de l'impôt. C'est quand même... OK. Vous avez déjà payé de l'impôt dessus. Fait que tout ce qui génère en termes de rendement, comme M. disait ici, même si ça se rend au-delà de la limite de cotisation, tout ce qui génère en rendement n'est pas imposable. Dans le fond, qu'on parle de CELI ou de REER ou de régime de pension agréé, moi, j'aime bien les voir comme des boîtes. C'est des boîtes dans lesquelles on peut faire quelque chose dedans. Mais en bout de ligne, la boîte du CELI, à tout un pratique, en termes de choix de placement, pour l'ACTIS du moins, là, la boîte du CELI est exactement identique à celle du REER. La seule différence, c'est que le CELI, il ne vous donne pas un retour d'impôt. Le REER vous en donne un.
Mais en termes de structure, c'est les mêmes fonds de placement, donc le fonds diversifié Actis, le fonds d'action Actis, le fonds d'obligation Actis, puis tous les autres fonds à la carte là, qui sont offerts. C'est le même type de processus qui est offert. Sauf les retraits. Sauf les retraits, exactement. Okay. Quand on fait un retrait dans un REER, donc vous êtes en cours d'accumuler de l'argent dans un REER, puis bon, peut-être à l'Actis, il y a certaines limites sur les retraits, mais mettons, vous avez un REER à la banque, puis je sais pas, la timing belt brise sur l'auto, vous devez changer ça, vous avez besoin de 1 500 $, faites un retrait dans le REER. Bien, l'espace que le 1 500 que vous retirez, c'est de l'espace perdu à jamais, c'est brûlé à jamais. Alors que le CELI, lui, l'année suivante, le 1 500, l'espace de 1 500 que vous avez sorti, va se reconstituer, redevient accessible. Donc, c'est quand même... Ah oui, un retrait dans un REER, avant de l'utiliser pour la retraite, c'est très coûteux. C'est l'impôt, c'est l'espace que ça brûle, c'est le rendement futur sur lequel vous vous privez. C'est vraiment... C'est un dernier recours. Au moins, c'est là, au cas où, mais c'est un dernier recours. C'est vraiment un dernier recours. Pour le REER de l'Actis, le choix principal, ou les deux choix principaux, le premier, c'est de transférer la somme vers un FER, un fonds enregistré de revenus de retraite. L'autre choix possible, c'est l'achat d'une rente. Dans la présentation de ce soir, j'ai ajouté une autre forme de décaissement pour les gens qui auraient peut-être accumulé des sommes dans un ancien fonds de pension, un ancien régime de retraite plus traditionnel, puis qui auraient de l'argent dans un compte de retraite immobilisé. Je ne sais pas s'il y a des gens ici pour qui ça concerne ce soir, parce que je ne passerai pas trop de temps dessus si c'est le cas. Mais c'était pour montrer qu'il y avait d'autres possibilités aussi, même hors de votre régime de l'Actis. Fait que je voulais m'assurer que tout le monde avait les réponses à leurs questions, même si ça ne touchait pas nécessairement le REER de l'Actis. Pour le REER de l'Actis, le premier choix offert, ou un des deux choix offerts, c'est le FER, donc le fonds enregistré de revenus de retraite. Le FER, c'est essentiellement la continuité d'un REER. Il n'y a pas une grosse différence entre les deux. Vous allez voir pourquoi. Le FER peut être constitué de sources d'un REER, de montants venant d'un REER. Ça peut être de sommes non immobilisées dans un régime de retraite traditionnel aussi. Il n'y a pas d'âge minimal pour convertir son REER vers le FER. Dans le FER, c'est le même principe que dans le REER de l'Actis. Vous faites un choix de placement, que ce soit un choix plus audacieux ou un choix plus prudent ou un certificat de placement garanti. C'est le même principe. À l'intérieur du FER, le but, c'est de faire fructifier la somme qui est là, les montants que vous n'utilisez pas d'année en année, continuer à les faire fructifier. Pourquoi essentiellement? Bien, un, pour faire durer votre argent plus longtemps. Puis deux, bien, vous protéger contre l'inflation. Si vous avez un rendement moyen de 3, 4, 5 % par année, puis l'inflation est 2, 3 % bien, au moins, vous n'avez pas perdu de l'argent en soi, sauf le montant que vous avez retiré pour vos propres besoins. Okay? Oui, monsieur? C'est obligatoire d'y aller à quoi? C'est 70 ans? 71 ans. On fait le mois de décembre de l'année dans laquelle vous avez 71 ans. Donc, c'est le deadline. C'est le dernier moment que vous pouvez conserver un REER. Vous devez ensuite le convertir vers un FER. Je ne comprends pas, ça change. Oui, c'est pourquoi la différence? Pourquoi? Le FER, c'est un outil de décaissement. Il est fait pour ça. Je vais vous donner un exemple. Dans un REER typique, si vous faites un retrait, vous allez payer un frais de sortie ou un frais administratif. Le FER, lui, est prévu pour avoir une flexibilité dans les paiements, puis il n'y a pas un frais applicable à ça. Okay? C'est vraiment... Ça travaille comme un REER. Par contre, il ne vous donne pas de retour d'impôt. Si vous emmenez de l'argent vers un FER, ce n'est pas un véhicule pour vous protéger de l'impôt nécessairement. C'est comme si vous passez du REER à votre compte de banque, là, puis entre les deux, il y a le FER qui permet de mettre l'argent là en attendant qu'elle est convertie. Oui, sur une base régulière, avec un flux de paiement régulier. Fait que, mettons, à chaque mois ou à chaque trimestre ou à chaque 6 mois. Ça dépend de ce que vous décidez. Je ne sais pas, disons que vous avez 60 ans, vous prenez votre retraite, vous avez l'argent du REER, vous en transférez la plus grosse partie dans le FER puisque vous commencez à la décaisser. Puis là, 3 ans plus tard, vous êtes tanné de la retraite, c'est plate, puis vous voulez retourner sur le marché du travail. Fait que vous retournez travailler. Ça ne donne plus rien d'avoir un FER puisque vous n'avez plus de besoin. Vous êtes en train de recevoir des revenus de votre emploi. Donc, vous pouvez reprendre l'argent du FER puis la remettre dans le REER, la retransférer en REER. À ce moment-là, vous avez déduction d'impôt. Non, ce n'est pas de la nouvelle argent. Donc, il n'y a rien qui se perd ou se crée. Pas... Le seul temps que vous ne pourrez plus le faire, c'est après l'âge de 71 ans. C'est ça. Puis le FER, parce qu'une fois que vous mettez de l'argent dans un FER, quand vous mettez de l'argent dans un FER, il y a un montant annuel de retrait minimal qui est prescrite par l'ARC. OK?
Puis on va regarder la formule ensemble, là. Mais il y a un minimum que vous devez sortir à chaque année. Dès qu'il y a de l'argent dans un fer, il y a un minimum annuel de l'intérieur du fer que vous devez retirer. OK? Et donc, c'est pour ça, dans l'exemple que je donne, si vous retournez sur le marché du travail, vous n'avez plus besoin de retirer de l'argent du fer parce que vous avez vos nouveaux revenus d'emploi qui vous assurent votre rythme de vie. Et donc, ça devient inutile de maintenir le fer en vie. Il suffit de remettre l'argent dans le REER. Puis bon, quand vous serez rendu à l'âge de 71 ans ou avant, bien là, il faudra éventuellement le reconvertir en fer, mais il y a quand même une flexibilité entre les deux. Puis ça n'a pas d'incidence fiscale parce que c'est de l'argent qui a déjà été cotisé. Donc, il n'y a pas de nouvelle déduction, malheureusement, mais il n'y a pas de coût d'impôt non plus. C'est un transfert d'un véhicule d'épargne enregistré à un autre. Bon, pour l'Actis, la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez continuer de rester dans le chapiteau Actis, je peux l'appeler de même, avec un fer, avec un CRI, avec un FRV, etc. Donc, avec les mêmes choix de placement, les mêmes bas frais de gestion. OK? Donc, il n'y a pas d'urgence à quitter l'Actis, même si vous n'êtes plus un membre actif là, du régime. OK? C'est tout à votre avantage. Puis le comité de l'Actis... Exactement. Puis le comité de l'Actis, je pense, en tout cas, du moins de ce que j'ai pu me faire donner comme recommandation par M. Rochelot, puis M. Arsenault aussi, c'est de promouvoir cet aspect-là parce que quand vous sortez du régime collectif, puis là, je vais peut-être devenir péjoratif dans ce que je vais dire, puis je m'en excuse, mais vous tombez autour des requins de l'individuel. OK? Puis il y en a qui sont super bons. Il y a des conseillers à l'individuel qui sont super bons, qui vont faire un très bon travail, qui vont bien vous conseiller. Oui, ça coûte plus cher, les frais de gestion, tout ça avec eux, mais au moins, ils vont vous en donner pour votre argent. Mais il y en a d'autres qui sont moins à leur affaire, qui sont peut-être moins spécialisés. Parce que souvent, ce qu'on va voir dans les conseillers au niveau individuel, c'est qu'ils vont être plus spécialisés en assurance, moins spécialisés en placement ou en régime de retraite. Donc, ce n'est pas leur expertise. Fait qu'étant donné que ce n'est pas leur expertise, ils vont être moins propices peut-être à vous donner des conseils à cet effet-là ou de bien vous accompagner là-dedans. Mais le frais de gestion, souvent, va être plus élevé pareil, peu importe la qualité des conseils. Donc, ici, peut-être, dans un régime collectif, il y a moins d'aide individuelle qui est offerte, mais en contrepartie, si vous êtes capable de faire un minimum de gestion de votre propre dossier, ça en vaut le coup parce que ça vous coûte beaucoup moins cher. Maurice? Au Canada, je m'excuse, oui? Il y a un instant, là, le montant minimum obligatoire de retraite, est-ce qu'il est le même pour tout le monde ou selon les avoirs de chacun? Au fait, il est le même pour tout le monde dans le sens que c'est un pourcentage. Fait qu'on va, d'ailleurs, vous l'avez. Pourcentage du montant global du fer. C'est ça. Fait que le montant en soi ne sera pas le même parce qu'on a tous des montants différents d'accumuler, mais le pourcentage, au prorata, ça va être le même pour tout le monde. Les pourcentages de retrait annuel minimal exigés par l'ARC pour le fer et pour le FRV aussi, le Fonds de revenu viager, pour les sommes qui viendraient d'un CRI. Ils ont tous les deux le même minimum. Donc, si je prends, mettons, à 60 ans, le pourcentage est 3,33 OK? Fait que, mettons, vous avez 100 000 dans le fer à 60 ans, bien, 3,33 c'est 3 333. Donc, c'est ça le montant minimal que vous devez sortir dans l'année 2015 dans cet exemple-là. Parce qu'il y en a des fois qui veulent savoir, le 3,33, il vient de où? Bien là, au moins, on a une réponse. C'est 1 divisé par 90 moins votre âge fois 100. OK? Pourquoi 90? Pourquoi 90? Parce que traditionnellement... On mourrait à 90 ans? Non. Au fait, c'était beaucoup plus tôt que ça avant. Traditionnellement, il y avait une exigence au niveau du Fonds de revenu vierger puis du fer de convertir en une rente à un certain âge. Je pense que c'est de là que le 90 vient. Mais honnêtement, je vous réponds, mais je ne suis pas sûr à 100 % Mais je crois que c'était relié à ça. Et c'est pour ça qu'ils prenaient 90 comme base, parce que 90, c'était l'âge où tu n'avais pas le choix. Il fallait que tu convertisses le peu d'argent qui te restait dans ton fer, il fallait que tu le convertisses en achat de rente. Ce critère-là n'est plus exigible depuis 1992 pour le fer. Donc, mais c'est de là que ça vient. Dans le fond, le fer, il ne faut pas oublier, c'est une extension du REER. Fait que même si vous vendez votre maison, si vous n'avez pas d'espace REER ou pas assez pour absorber Vous encore au CELI ou à quelque chose? Vous passez 71 ans ou il n'y a rien? Le CELI, c'est tant que vous êtes en vie. Le CELI, il n'y a pas d'âge maximal. Qu'est-ce qui arrive lors d'un décès? Je pense que c'est une question qui est souvent posée. Le solde de votre compte à votre décès est payable ou transférable
selon le cas échéant, à vos bénéficiaires. Donc, pardon, c'est comme un REER, même principe. Donc, si vous décédez et qu'il reste, je ne sais pas, 50 000 dans le FER et que vous avez un conjoint ou une conjointe officiellement reconnu par la loi, donc la somme dans le FER pourrait être transférée sans pénalité d'impôt à votre conjoint ou conjointe, même s'ils n'ont plus d'espace dans leur REER. Okay? Parce que ce n'est pas une nouvelle somme, ce n'est pas du new money, c'est de l'argent existant qui est simplement transféré au véhicule de REER d'un autre, c'est ça. Et si... pardon, non. Non, malheureusement. Sauf si vous avez un enfant handicapé qui aurait déjà un régime enregistré d'épargne pour personnes en invalidité. Là. Donc, il y a un genre de REER qui existe pour des personnes handicapées. Donc, si vous aviez un enfant qui aurait ce genre de régime-là d'ouvert, l'argent pourrait être transféré sans pénalité d'impôt. C'est la seule autre exception à part que le conjoint. Tous les autres bénéficiaires, c'est de l'argent après impôt, donc l'argent net qu'il recevrait. Il recevrait un chèque essentiellement. Il reste, puis supposons, je prends un exemple, il vous reste 50 000 dans votre FER. Cette somme-là pourrait être transférable à madame, puis elle ne paye pas d'impôt là-dessus, pas en le recevant, elle va en payer quand elle va le retirer de son REER ou de son FER. Okay? Donc l'impôt, il va se payer à un moment donné. Si ce n'est pas de vous autres, ça va... C'est ça. Exactement. Donc, elle ne paye pas d'un coup. Elle va pouvoir le payer en sortant la somme à l'occasion. Ou en tout cas sur une base régulière. Par petits coups, c'est ça. Si vous avez, disons, vous n'avez pas de conjointe ou, bon, peu importe la raison, vous avez nommé vos enfants, vos 2 enfants comme bénéficiaires. Donc, ils recevront le montant après impôt du solde restant du FER. Fait que s'il restait 50 000, on va calculer un impôt sur votre dernière année de vie. OK? Et la somme nette restante, supposons qu'il reste, je ne sais pas, 30 000 séparée en 2 à vos 2 enfants bénéficiaires. Le FER, vous pouvez le prendre avec n'importe quelle institution financière, incluant Industrielle Alliance par l'entremise de l'Actis. OK? Après ça, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je m'assurer que je ne manque rien aussi. Bon, si vous allez à une autre institution financière, c'est toujours le même discours. Là. Faites attention aux frais de gestion de placement, etc. Donc, toujours le même principe. C'est normalement plus cher sur une base individuelle. Le fonds de revenu viager, je pense que je vais le passer, puisque ça ne semble pas, à moins qu'il y ait des gens qui voulaient que j'en parle. Mais oui, monsieur? Si on a des REER dans plusieurs institutions, oui. 5 institutions, c'est l'avantage de toutes les convertir dans un même... dans un même FER? Bien, sinon, les FER différents. Je dirais l'avantage principal, c'est la facilité de gérer l'argent, parce que, mettons, si vous avez 5 FER ou, tu sais, bon, vous avez 5 versements qui viennent d'un peu partout, il y a peut-être cet aspect-là, mais l'atout principal, c'est les frais de gestion de placement, assumant que les 5 autres, vous les mettez dans celui où que les frais sont les plus bas. Parce que le FER, en soi, là, c'est du décaissement. Hein? C'est un versement mensuel ou trimestriel ou annuel, peu importe. Donc, il n'y a pas d'expertise là-dedans. Là. C'est de l'argent qui est en train d'être retiré. Fait qu'aller pour ce qui coûte le moins cher, il n'y a pas d'avantage nécessairement à... La rente, c'est l'autre choix possible. Donc, il y a le FER, pour ceux qui veulent garder une certaine flexibilité au niveau... se rendre à la page 27, s'il vous plaît, merci. Il y a le FER qui vous permet quand même de garder un beau contrôle sur le montant que vous avez d'accumuler. Par contre, ça fait aussi que ça donne une plus grande responsabilité sur le montant que vous avez. Parce que là, idéalement, vous devez le gérer à l'intérieur du FER pour qu'il ne soit pas trop risqué, mais il faut quand même idéalement qu'il génère un certain rendement. Et bon, puis après, c'est gérer les retraits à chaque année selon les montants qui restent et tout ça. Pour ceux et celles qui sont un peu plus effrayés par ce genre de principe-là, il y a aussi la rente qui est une option qui peut être intéressante dans certains cas. La rente, c'est un produit d'assurance. Il ne faut pas oublier ça. Quand on parle d'une rente, il faut garder en tête que c'est un produit d'assurance vendu par une compagnie d'assurance. OK? Je demeure objectif. Je travaille pour une compagnie d'assurance. Mais je demeure objectif quand même. Mais ça peut quand même être un très bon produit. Ça dépend toujours des gens. Donc, ça peut venir d'un montant forfaitaire. Nous autres, de notre côté, on va appeler ça des rentes à prime unique. Donc, c'est un montant unique, mettons 100 000 qui est pris d'un REER puis qui est utilisé pour acheter une rente avec une compagnie d'assurance, que ce soit Industrielle Alliance ou, je sais pas, Manulife ou n'importe lequel. En échange de votre argent, la compagnie d'assurance a fait quoi? De son côté, bien, le but de la compagnie, c'est quoi? Oui. Bon, au moins, vous êtes limpide là-dessus, c'est bien.
Donc, le but de la compagnie d'assurance, c'est de faire de l'argent. Mais elle a aussi un engagement légal à vous payer un certain montant de revenus tant que vous êtes en vie. OK? Vous, en échange, vous avez pu à gérer le risque de placement relié à cette somme-là. Votre 100 000 qui était dans le REER, puis là, il était placé dans un fonds diversifié ou un fonds d'action canadienne ou je sais quoi. Puis là, bon, à chaque année, c'est un petit stress parce qu'on ne sait pas comment les marchés vont performer, etc. Là, vous avez pu à vous occuper de ça. C'est la compagnie d'assurance qui va s'arranger à investir cet argent-là. Puis la compagnie d'assurance, étant de nature frileuse, va probablement l'investir dans des obligations ou quelque chose de ce style-là, qui donne un peu de rendement, qui n'est pas trop risqué, puis qui permet à tout le monde d'être heureux. Un capital garanti ou pas? Pardon? Un capital garanti ou pas? Pour leurs argent. Oui, bien ça, c'est, comme M. dit, ça sera leur problème. Exactement, exactement. Eux, leur engagement, c'est de vous payer X dollars par mois tant que vous êtes en vie. Donc, la rente garantit le versement jusqu'à votre décès. On fait la compagnie d'assurance, je devrais dire, garantit le versement jusqu'à votre décès. Il y a des prestations de décès supplémentaires qui peuvent être disponibles, fait qu'on va en parler tout de suite après. Le montant de la rente, il est protégé par Assuris. Assuris, c'est un organisme à but non lucratif à laquelle toutes les compagnies d'assurance au Canada doivent souscrire, autant industriels que Sun Life, que DSF, etc. Au cas où il ferait faillite. Donc, si une d'entre elles deviendrait en défaut quelconque financier, c'est difficile d'imaginer une compagnie d'assurance qui fait faillite, mais on l'a vu aux États-Unis, fait que depuis ce temps-là, il n'y a plus rien qui est impossible, on dirait. Donc, si elle vient en défaut au niveau de ses obligations, Assuris est là pour parer le coût pour les gens qui recevaient soit un produit d'assurance ou une rente, okay? Ou qui avaient une assurance X de prévu de leur vivant ou après leur décès. Donc, Assuris garantit quoi? Elle va garantir 2 000 $ par mois, OK, si vous receviez une rente. Puis si le montant de la rente était au-delà de 2 000 $ par mois, ils vont garantir 85 % du montant total. Fait que mettons que votre rente mensuelle était 3 000 $. Dans le fond, l'assuré, ça garantit, si vous êtes une rentière, là, vous avez accumulé votre 100 000 $ dans le REER de l'Actis, vous avez cogné à la porte d'Industrielle Alliance, ils vous ont dit, Madame, pour 100 000 $, on va vous donner une rente de 500 $ par mois tant que vous êtes en vie. Fait que vous autres, vous êtes à la retraite, vous avez votre 500 $ par mois. Puis, supposons qu'Industrielle Alliance fait faillite, Assuris va venir s'assurer que vous recevez encore votre 500 $, puis que pour vous, ça va être transparent, finalement. Jusqu'à concurrence de 2 000 $. Si le montant de rente que vous receviez est au-delà de 2 000 $, là, Assuris va garantir 85 % du montant total de la rente. Fait que si votre rente était, mettons, 3 000 $ par mois, c'est pour ça que je disais 3 000, fait que 85 % de 3 000. Il ne faut pas oublier que la rente, quand la compagnie d'assurance, là, mettons, si je reviens à l'exemple de 100 000 $, là, bon, elle va prendre certaines hypothèses pour calculer le montant de rente que ça vous donnerait. Elle va regarder l'âge que vous avez présentement. Si vous êtes un homme ou une femme, votre espérance de vie, le cas échéant, elle va regarder les taux d'intérêt existants présentement. Donc, présentement, les taux obligataires sont très bas. Puis la compagnie d'assurance, vu qu'elle prend l'argent puis elle la met dans des obligations, probablement, fait que là, elle fait moins de rendement qu'avant sur les sommes que les gens lui versent. Et donc, si ça fait moins de rendement, c'est qui paye le prix sur son montant de rente mensuelle? Bien, c'est vous autres. Fait qu'elle va vous donner une cotation plus faible que 100 000 $ vous aurez acheté en termes de rente il y a 15 ans. Donc, elle va regarder quand même tous ces critères-là pour en arriver à un paiement, un montant de paiement mensuel. Okay? L'espérance de vie, supposons qu'elle estime que, dans votre cas, vous allez vivre jusqu'à, je ne sais pas, 88 ans. Puis, mettons que, finalement, vous vivez jusqu'à 102 ans. Bien là, ça devient avantageux d'avoir pris une rente. Mais le problème, c'est qu'on ne connaît pas le futur. Mais là, au moins, vous allez pouvoir dire que vous avez gagné contre la compagnie d'assurance parce qu'elle vous a payé plus que votre 100 000 $ aurait pu générer initialement. OK? Ils prennent l'argent de ceux qui meurent jeunes. C'est ça. Mais c'est comme une assurance. Hein? Vous pouvez prendre une rente viagère, donc sur votre vie, avec ou sans période de garantie. Il y a aussi un choix de rente avec réversion ou réversibilité, là, elle a plusieurs termes. Donc, une rente qui se réverse à votre conjoint au moment de votre décès. OK? Donc, si je prends la rente viagère, supposons que vous êtes une personne célibataire au moment de prendre votre retraite et vous faites l'achat de la rente viagère peut être avec ou sans garantie. Donc, si elle est sans garantie, supposons que ça donne, je reviens à mon 500 $ par mois,
Vous recevez 500 $ par mois pendant, bon, le temps que vous êtes en vie. 2 ans plus tard, vous décédez. Il n'y a pas de prestation de décès dessus, il n'y a pas de garantie, il n'y a rien. Bien, la rente, elle s'arrête avec vous. Fait que sur les 2 ans, on vous a peut-être payé l'équivalent de 12, 13, 14 000 $. Sur le 100 000 $ initial, la compagnie d'assurance, elle a fait son argent. Ça, il n'y a pas de doute. En fait, C'est ça. Plus les sommes en rendement qu'elle va générer là-dessus. Exactement. Un peu comme la Régie des rentes du Québec. Tu sais, c'est le même principe. Si vous prenez une période de garantie, normalement, on va voir dans le marché 5, 10 ou 15 ans comme période de garantie. Je prends l'exemple d'une période de garantie de 10 ans. Plus souvent, c'est là que les gens ont de la difficulté parce qu'ils pensent que la rente a fini après 10 ans. Elle ne finit pas après 10 ans. C'est une rente viagère, donc elle est sur votre vie. Tant que vous êtes en vie, elle est en paiement. La différence, c'est que si vous vivez plus que 10 ans après avoir débuté votre rente, mettons, vous prenez votre rente à 60 ans, puis vous décédez à l'âge de 72 ans. Mais la période de garantie, elle s'est échue après les 10 premières années. Fait qu'à 72 ans, le montant de rente s'arrête avec vous. Il n'y a pas rien d'autre de payable à des bénéficiaires. Si je reprends le même exemple, je commence ma rente à 60 ans, j'ai une période de garantie, puis je décède après les 5 premières années. Mettons, j'ai 5 années de paiement découlées, je décède. J'avais pris une période de garantie de 10 ans. Il me reste encore 5 années de paiement qui sont payables à mon ou mes bénéficiaires que j'aurai désignés à ce moment-là. Si j'ajoute une période de garantie de 15 ans, mon montant de rente va réduire, c'est sûr, mais au moins j'ai une période plus longue couverte dans l'éventualité que je décède à courte durée. Bien, c'est ça. C'est comme une assurance sur une auto. Hein? On en paye toute notre vie. On n'aura peut-être pas aucun sinistre à réclamer, mais on va l'avoir payé au cas où. Fait que la période de garantie sur une rente, c'est le même principe. La rente, vous pouvez convertir un montant dans un fer en rente à tout moment. Fait que, mettons, vous commencez avec un fer à l'âge de 60 ans, puis là, rendu à 75 ans, vous dites, wow, ça ne me tente plus trop d'investir l'argent dans mon fer, je veux quelque chose de plus simple. Là, il n'y a aucun problème. À n'importe quel âge, je vais convertir ça pour l'achat d'une rente. Oui, sauf que là, je viens de priver mes ayants droit du capital. C'est ça. Mais peut-être que rendu à 65 ans, votre situation a changé. À 75, votre situation a changé beaucoup, puis ça devient moins important de les protéger aussi. Tu sais, Mais là, si tu prends la rente avec une garantie de 15 ans, ça ne change plus. C'est ça votre question? Ce que je disais? Non, on peut pas revenir. non, mais mettons, tu prends des fers, là, parce que tu es capable de Ouais. tes affaires. Oui. Puis là, à un moment donné, là, quand ça commence à être trop compliqué, tu vas te chercher une rente autour de 70 ans Oui. ou de 75 ans. Peu importe, oui. Puis tu prends une garantie de 15 ans ou de 10 ans, puis tu es sûr que Tu as plus de chances que ta période de garantie aille plus loin que ta propre vie, là. Effectivement. T'es sûr que l'assureur va charger ça. OK, donc une garantie ou une rente, plus j'attends pour l'acheter, plus elle va me Ça dépend. Ça dépend. Je veux juste amener un bémol à ce que M. Arsenault dit, parce que c'est vrai que si vous prenez si vous ajoutez une période de garantie à l'âge de 75 ans, la compagnie d'assurance, elle va vous attendre. Par contre, le fait que vous avez déjà 75 ans, les chances sont que vous ne vivrez pas encore très longtemps. Fait que, comparé à quelqu'un qui prendrait une rente à 60 ans, pour lequel le montant va être beaucoup plus bas parce que cette personne-là risque de vivre jusqu'à 85 ou peu importe. Plus tu prends de pilule, plus Ou 105. C'est comme quand tu as commencé au début. À 65 ans, il y a bien plus de chances que je meure à 70, 71 qu'à 70 ans, il y a plus de chances que je meure à 85. Tu sais? Fait qu'en bout de ligne, ça finit tout par se ressembler. Oui. On On est toujours content. Je vais juste continuer. Juste dernière chose sur la rente. Au Québec, et dans la plupart des autres provinces d'ailleurs, mais si on regarde au Québec, vous avez l'exigence d'avoir une rente avec réversion conjoint lorsque vous prenez une retraite, si vous avez un conjoint, évidemment, reconnu à ce moment-là. Et le minimum que votre conjointe doit recevoir à votre décès, c'est 60 du montant que vous receviez. OK? Par contre, votre conjointe peut signer une renonciation. Fait que supposons, vous êtes mariés, vous arrivez à l'âge de la retraite, mais que vous avez tous les deux de l'argent accumulé dans des REER ou un régime de retraite, peu importe, peut-être que ça ne vaut pas la peine d'avoir une rente avec réversion parce que votre épouse ou votre époux a déjà, lui aussi ou elle aussi, de l'argent de son côté. Donc, parce que dès qu'on ajoute une réversion, vous allez comprendre que ça réduit aussi le montant de beaucoup, surtout pour les hommes dont l'épouse est beaucoup plus jeune. Donc, ça se paye, ça.
OK? La vengeance de ça. Ça se paye, ça. Et ça se paye comment? Ça se paye par le fait que, disons que vous avez 60 ans, puis madame a 45, OK? Elle, là, elle a 15 ans de plus jeune de vous. Puis en plus, c'est une femme, elle risque de vivre beaucoup plus longtemps que vous, OK? Statistiquement parlant, bien beaucoup, je dirais plus longtemps que vous. Donc, votre rente, elle se fait attaquer sur deux fronts. Un, par l'espérance de vie de votre conjointe plus jeune, puis aussi par le fait qu'elle est plus jeune. Parce que si vous décédez l'année d'après, il faut payer elle à 60 du montant que vous receviez, mais pendant vraiment longtemps, là, jusqu'à la fin de ses jours. OK? Donc, ça veut dire qu'on va vous pénaliser, vous, sur le montant. Donc, juste pour continuer sur la rente, elle a quand même des avantages. C'est peut-être pas le choix le plus prisé présentement, mais il y a quand même des avantages à la rente. Donc, c'est facile à gérer une rente. Hein. C'est un montant qui est versé, supposons, à chaque mois dans notre compte de banque. On sait que le premier du mois, le montant est là. Donc, c'est sécure, c'est stable. Qu'il y ait un crash boursier ou peu importe ce qui se passe dans le monde, la compagnie d'assurance, elle continue de vous payer. Vous n'avez pas à vous préoccuper de rien d'autre. Le risque étant entièrement assuré par la compagnie d'assurance, assumé, je devrais dire. Votre revenu est stable, donc c'est 500 $ par mois, mais c'est 500 tout le temps. Fait que ce n'est pas des retraits variables en fonction du solde de la cagnotte, là, dans le cas d'un fer. Donc, il y a quand même des avantages. Les désavantages ou les inconvénients, bien, ils sont nombreux aussi. Vous n'avez pas de contrôle sur la façon que l'argent est investi, mais c'est probablement la première raison pour laquelle vous avez choisi une rente. Mais bon, c'est quand même un désavantage pour certaines personnes. Vous n'avez pas de contrôle sur le flux de revenus non plus. La rente est payable, là, mettons, à tous les mois. Au pire, au mieux, vous pourriez dire, bien, payez-moi là juste en un montant une fois par année. Mais vous ne pouvez pas dire le mois prochain, ah, bien, j'ai besoin de plus d'argent ce mois-ci, pouvez-vous m'en envoyer plus? Ou, ah, là, j'en ai assez, pouvez-vous arrêter de me payer pendant 2-3 mois? Donc, ça ne marche pas de même. C'est payable, c'est constant. Okay? Donc, vous n'avez pas de contrôle sur le flux de revenus. Un fer, outre le montant minimal, de retrait minimal annuel qu'il faut sortir, vous avez de la flexibilité. Si le mois prochain, vous faites l'achat d'une auto, vous avez besoin de 5 000 $ pour la mise de fonds, bien là, vous sortez 5 000 $ de plus de votre fer. Puis le mois suivant ça, bien, je ne sais pas, vous recevez un cadeau de quelqu'un, puis vous n'avez plus besoin de faire un retrait. Ou bon, c'est ça. Donc, il y a une flexibilité dans le fer. Si la rente n'est pas indexée, okay, on parlait d'indexation tantôt. Donc, à la base, les rentes qui sont vendues, mettons, à l'Industrielle Alliance, sont rarement indexées par des rentes à prime unique. Là, mettons quelqu'un qui arrive, qui cogne à notre porte, qui dit « J'ai 100 000 $, je vais acheter une rente ». La plupart des gens ne choisiront pas l'indexation parce que ça, je peux vous assurer que ça fait baisser votre montant en titi. Okay? Puis c'est juste là, à ce moment-là, que les gens réalisent qu'on est chanceux d'avoir de l'indexation sur le régime des rentes du Québec, sur la pension de sécurité vieillesse, parce que ça a un coût vraiment énorme sur l'approvisionnement d'une rente. Donc, si vous n'avez pas d'indexation, vous avez 500 $ par mois en 2015, mais là, vous vivez jusqu'à 85 ans. Et là, 500 $ par mois, il ne vaut plus autant dans 25 ans. Okay? C'est encore 500 $ par mois, mais il n'y a plus le même impact en termes de pouvoir d'achat. Peut-être que vous allez me dire, bien, à 85 ans, je vais être dans un lit puis je ne bougerai plus. Peut-être que ce n'est pas grave. Puis la rente, bien, elle a une prestation de décès limitée. Hein? On voyait tantôt avec les périodes de garantie, sans garantie. Il y a une limite, là, c'est ça. Puis, vous ne pouvez pas changer votre décision. Quand vous commencez à prendre la rente, that's it, est en paiement. La seule autre chose qui pourrait faire changer un montant de rente, c'est si votre conjointe décède, puis c'était une rente avec réversion, mettons, qui était prévue. Mais si le conjoint décède avant vous, vous pourriez demander un recalcul. Dans certains, là, dans les rentes à prime unique, on ne peut pas, mais dans certains régimes de retraite, ils vont permettre le recalcul s'il y a un divorce, ce qui n'est pas le cas ici, là, dans l'achat d'une rente unique. Puis il me semble qu'il y a un autre critère, puis ça m'échappe, mais bref, en soi, le montant, quand vous commencez à le recevoir, il est en paiement, puis il n'y a plus moyen de l'arrêter. J'ai mis des exemples. Je pense que c'est ça que vous attendiez aussi. Donc, en haut ici, rente viagère, un peu plus bas, rente réversible à 60 % au conjoint. J'ai pris l'exemple de quelqu'un qui avait 100 000 $ dans son REER, qui faisait l'achat d'une rente au 1er avril 2015, et dans ce cas-ci, c'est un homme né en mars 1953, donc qui avait 62 ans au moment de l'achat de sa rente, et qui est avec une conjointe qui est 3 ans plus jeune que lui. Okay? Donc, c'est un exemple classique que les compagnies d'assurance vont prendre là, habituellement pour faire des démonstrations de montant de rente. Quand j'ai commencé dans le domaine il y a 15 ans,
on faisait des calculs de rente. Avec 100 000 on pouvait acheter au-delà de 600 de rente mensuelle. OK? Fait que ça a baissé beaucoup. Parce que il y a les deux choses les plus importantes, c'est que l'espérance de vie, les tables de mortalité se sont étirées beaucoup. Puis les taux obligataires actuels sont tellement bas. Rente viagère, avec garantie 5, 10 et 15 ans, vous voyez l'impact d'augmenter la période de garantie. Donc, si je passe de 5 ans à 15 ans, j'ai 20 de moins par mois. Ça ne semble pas beaucoup, mais c'est quand même 20 par mois pour le reste de ma vie. Si j'ai une conjointe dans l'exemple ici, donc j'avais 62 ans, puis j'ai une conjointe 3 ans plus jeune que moi, avec une réversion à 60 bien là, déjà, à la base, le montant est plus bas parce que j'ai une conjointe qui est prévue dans le contrat de rente. Puis si j'ajoute en plus des périodes de garantie là-dessus, parce que la garantie, quand on a une réversion, la différence, c'est que quand on prend une rente avec réversion, puis disons que, bon, j'ai 62 ans, ma conjointe 59 ans, je prends ma rente, puis je décède après, j'ai pris une garantie de 10 ans, puis je décède après 3 ans de retraite. Là, OK? Ce qui va arriver ici, c'est que la période de garantie, elle va se payer un peu différemment que dans le cas d'une personne qui est seule sur sa rente. Le 7 années de paiement qui reste de garantie, il va être payé à 100 à ma conjointe. Puis une fois que la garantie est échue, la rente va tomber à 60 parce que c'était une rente qui était prévue avec une réversion minimale de 60 Sauf que la garantie, elle protège mon épouse avec le fait... Pour le temps de la garantie, c'est ça. Fait qu'elle reçoit, mettons, je recevais 1 000 par mois, bien, elle va recevoir 1 000 par mois jusqu'à la fin de la période de garantie, puis après ça, elle va tomber à 600 par mois. OK? C'est comme ça que la garantie marche. Puis, si jamais elle décède 1 an après moi, la réversion, ça ne marchera plus parce qu'elle est morte, mais il reste encore de la période de garantie. Fait que cette période restante-là va être payable aux bénéficiaires qu'elle aura nommé après mon décès. OK? Ça va-tu pour les montants? Oui. Fait que ça vous donne une idée de grandeur aussi. 100 000 là, ça a l'air peut-être de beaucoup d'argent. C'est quand même pas une petite somme. Mais en termes d'achat de rente, ça donne pas... c'est pas la mer à boire. Réduire en même temps votre implication dans la gestion des choix de placement, puis avoir une flexibilité quant aux revenus que vous recevez. Mais c'est probablement la meilleure chose, c'est de combiner un fer avec une rente, évidemment, lorsque les montants le permettent. OK? Puis c'est justement ce que je fais, puis on a presque terminé. C'est ce que je fais dans l'exemple de consolidation, là, pour voir si vous avez tout assimilé l'information. Puis ça permet en même temps de poser d'autres questions. J'ai mon fameux Jérôme qui a 62 ans. OK. Il est célibataire suite à un divorce. Il décide de prendre sa retraite. Il a un enfant en âge adulte qui est Julie. Julie, elle n'habite pas avec lui. Elle est indépendante. Là, elle fait sa propre affaire. Bien, Jérôme a un REER qu'il a accumulé avec l'Actis de 83 000 au moment de prendre sa retraite. Il y a un autre 100 000 dans un REER personnel. Supposons que c'était avec la banque. Là. Okay. Il y a un compte de retraite immobilisé qui était de l'argent qui venait d'un ancien régime de retraite. Justement, il était enseignant plus tôt dans sa carrière. J'ai un peu inventé. Là. Le but, c'était de pouvoir... ça a bien été, ces choses. Donc, Jérôme habite un condo en banlieue. Il vient de finir de payer son hypothèque. Oui, c'est ça. Avec 15 ans plus jeune. Il a fini de payer ses rénovations majeures qu'il avait fait il y a quelques années, donc rénové. Fait qu'il ne prévoit rien de majeur pour les prochaines années en termes de réno. Il n'a pas considéré le condo dans son... enfin, du moins, on ne l'a pas considéré dans l'exemple ici, puisqu'on assume que Jérôme va vivre dans le condo tant qu'il sera en vie. Donc, qu'est-ce qu'il fait avec son argent, Jérôme? Comment il va débiter ça, cette somme-là, pour que ça lui dure quand même pendant plusieurs années? Fait qu'en premier, il prend 100 000 de son REER individuel qu'il avait avec la banque, puis il décide d'acheter une rente viagère, donc sur sa vie seulement, puisqu'il est célibataire au moment de sa retraite, avec une période de garantie de 10 ans. Okay? Ça va jusqu'à date? Oui. Ça lui donne 450 par mois. Il n'a pas pris d'indexation, fait que c'est le montant que ça lui paye. Les 62 000 qu'il avait dans son compte de retraite immobilisé, il les envoie vers un fonds de revenus viager. Le FRV, on n'a pas parlé beaucoup ce soir, mais c'est le cousin du FER ou le frère du FER. Ça, pour les yeux, on fait aux yeux de l'ARC, c'est la même chose. Sauf que le FRV, la source d'argent qui constitue le FRV n'est pas la même. Au lieu d'être un REER, ça va être soit un compte de retraite immobilisé
ou un régime à cotisation déterminée. Donc, c'est une source d'épargne enregistrée différente, mais le principe est le même. C'est d'avoir des retraits minimums et dans l'FRV, dans le cas du FRV, un certain retrait maximal aussi permis par la loi. Donc, on joue là-dedans en termes de retrait pour aller se construire d'un revenu. Dans le FER, il n'y a pas de maximum. Dans mon FER, je pourrais transférer 100 000 dans mon FER, puis faire un seul retrait, puis acheter un Winnebago, puis partir. Okay? Alors que le FRV, un bateau, alors que le FRV ne permet pas ce type de retrait-là aussi massif. Avec son FRV, donc, il en met 700 il fait des retraits de 700 par mois jusqu'à l'âge de 65 ans. Autant le FER que le FRV, c'est le même principe. L'argent continue d'être investi, comme on a vu tantôt. Son REA de l'Actis, dans lequel il avait accumulé 83 000 il l'envoie vers un FER avec l'Actis. Donc, il retire au début 675 par mois jusqu'à l'âge de 65 ans. À 65 ans, il réduit son montant qu'il retire du FER parce qu'il va commencer à toucher à la sécurité de la vieillesse. Okay. Autant le FER que le FRV, même principe. Le but, c'est de générer des rendements à l'intérieur de ces véhicules-là pour les sommes qu'on n'utilise pas annuellement. Il y a sa rente du régime des rentes du Québec qui a débuté au moment de prendre sa retraite à 62 ans. Okay. Donc, ça lui donne 680 par mois. Et elle est indexée, mais je ne l'ai pas considérée dans le calcul de l'indexation. Puis, à 65 ans, il y a la sécurité de la vieillesse. J'ai considéré le montant actuel de 560 par mois. Je l'ai arrondi pour faciliter le calcul. Donc, si je mets ça en tableau pour synthétiser les montants qui lui sont payables avant 65 ans et à partir de 65 ans. Donc, avant 65 ans, il y a sa rente. Après 65 ans, il y a encore sa rente. Ça ne change pas. Ça va être payable tant qu'il va être en vie. Le fonds de revenu viager, il en retirait plus avant 65. Il va réduire ses montants après 65, simplement parce qu'il n'y aura presque plus d'argent dans son FRV de toute façon. Son FER, même chose, il en retire plus avant 65 qu'après 65, parce que là, à partir de 65 ans, il y a sa régie des rentes, sa pension vieillesse qui entre. Puis aussi, il veut garder de l'argent dans son FER. Il veut se garder une flexibilité parce que c'est aussi là pour parer à des urgences ou des surprises. Régime des rentes du Québec, 680. Je n'ai pas considéré l'indexation. On pourrait supposer que le montant va toujours augmenter un peu, mais pour les fins du calcul, je ne l'ai pas mis ici. Même chose pour la sécurité de la vieillesse. L'objectif de Jérôme, c'était d'avoir à peu près 2 500 par mois de revenus bruts. Puis, on voit ici qu'il est pas mal proche de cet objectif-là. Okay? Avant et après 65 ans. Par contre, donc proche de son objectif, par contre, son FER, au rythme qu'il fait des retraits, il va probablement l'épuiser vers l'âge de 77 ans. Okay? Puis dans l'exemple du FER, j'ai assumé que l'argent dans son FER était investi dans un fonds quelconque qui lui donnait 4 de rendement net annuel. Okay? Vers 74 ans, il va falloir qu'il réduise la cadence sur les retraits de son FRV, parce que sinon, encore là, il va éventuellement l'épuiser ou arriver à des retraits tellement petits que ça sera plus significatif. La rente de 450, ça ne bouge pas, ça continue d'être payé. Puis RRQ, Sécurité vieillesse, même chose, c'est payable tant que Jérôme est en vie. Qui a nommé comme bénéficiaire Jérôme? Il a nommé sa fille Julie dans tous les cas. Donc, autant sur la rente, la prestation de garantie de 10 ans sur la rente, c'est Julie est bénéficiaire. Le FRV, Julie est bénéficiaire. Puis le FER, Julie est bénéficiaire aussi. Fait que c'est Julie qui bénéficie si quelque chose lui arrive. Donc, malheureusement, Jérôme n'aura pas une longue retraite. C'est un peu triste, après toutes ces années de travail. En 2015, il se fait une copine au nom de Céline. Est-ce qu'il y a une Céline dans la salle? Non? OK. Toujours un malaise dans ce temps-là. Ils ne se remarient pas, les deux étant échaudés par cette expérience-là de leur vie. En 2020, 5 années après la retraite de Jérôme, il décède. OK. Donc, décès subi, pardon. 4 années de vie commune avec Céline, dans ce cas-ci. Donc, Céline, après 4 années de vie commune, est reconnue comme la conjointe de fait de Jérôme. Par contre, Jérôme, il était célibataire quand il a acheté sa rente. Fait que ça ne change pas, parce qu'il avait pris une rente viagère sur sa vie seulement. La seule chose qui pouvait arriver par rapport à la rente, c'est s'il restait une période de garantie payable, ce qui est le cas ici. Il aurait pu nommer Céline sur la période de garantie. Vous vous rappelez qu'il avait nommé sa fille Julie.
mais puis il n'avait pas fait ce changement-là. Julie était encore la bénéficiaire. Donc, qu'est-ce qui va arriver pour Julie par rapport à la période de garantie? Au fait, on ne continuera pas de payer Julie pendant 5 ans jusqu'à ce que la période de garantie soit échue. Okay? On va simplifier la tâche. On va lui payer la valeur actuelle des paiements des 5 prochaines années. Okay? Fait qu'on regarde les 5 prochaines années, donc mettons 60 mois à 450 $, puis on fait un calcul de valeur actuelle. Ça vaut quoi? 60 fois 450, ça fait 6 fois 4, 24, ça fait 24 000, je ne me trompe pas, là. 25 000 à peu près. Donc, la valeur actuelle de 25 000 en date d'aujourd'hui, ça va peut-être représenter 27, merci. Ça va peut-être représenter, je ne sais pas, 19 20 000 là, en tout cas, peu importe. Donc, un paiement en choc d'un seul coup à Julie, moins impôt. Donc, Jérôme, à son décès, il reste 23 000 dans son fonds de revenu viager. Quelques mois avant son décès, il avait désigné Céline comme bénéficiaire au fonds de revenu viager, plutôt que Julie. Céline, je vais passer rapidement ici, mais Céline, dans le fond, qu'est-ce qu'elle peut faire avec l'argent du fonds de revenu viager? Le fonds de revenu viager, ça venait de sommes immobilisées. Par contre, au décès de Jérôme, l'immobilisation cesse. Donc, ça se traite de la même façon qu'un fer. Donc, Céline peut avoir la somme transférée vers son REER ou son fer à elle, ou elle peut encaisser la somme moins impôt. Si c'est Julie qui avait été la bénéficiaire, elle aurait reçu le montant moins impôt. Donc, même si Céline, son REER était maximisé, supposons, ça ne changerait rien, elle pourrait quand même recevoir le transfert. Okay. Heureusement pour Julie, Jérôme avait également un solde d'environ 25 000 dans son fer. Donc, Julie est encore la bénéficiaire désignée du fer. Okay. Donc, Julie n'étant pas la conjointe, hein, c'est l'enfant, puis elle n'est pas dans un régime d'invalidité, d'épargne invalidité, merci. Donc, Julie peut faire autre chose que juste recevoir la somme moins impôt, qui aurait été l'impôt chargé sur le cas de son père, là, en fait. Puis elle va recevoir la somme nette par la suite. OK? Donc, ça fait le tour de l'information initiale. Je pense qu'on a dépassé un peu le temps, mais je pense que ça valait la peine au moins de bien conclure là-dessus. Il y a une chose que je n'ai pas fait vraiment encore ce soir, mais on en a parlé. Le fer, le FRV, le REER, le CELI, ils ont tous les mêmes choix de placement si vous êtes à l'intérieur du chapiteau de l'Actis. Okay? Certains des fonds, vous devez sûrement déjà connaître. La plupart d'entre vous êtes d'ailleurs dans ce fonds-là, le fonds diversifié Actis. Okay? Il y a aussi le fonds obligations, puis il y a le fonds actions. Donc, c'est les 3 fonds qui ont été créés spécifiquement et uniquement pour les membres de l'Actis. Okay? Et il y a un comité de surveillance. Je crois que d'ailleurs, Maurice est dedans. Maurice puis M. Arsenault sont dedans. Donc, les choix de placement, les fonds sous-jacents, il y a un comité de surveillance, en fait, sur la performance des fonds pour s'assurer. Entre autres, je regarde le fonds d'action Actis. Au fait, c'est un fonds de fonds. Okay? C'est un assemblage de plusieurs fonds sous-jacents que vous voyez ici à droite. Fait que si un des fonds sous-jacents ne performe pas très bien, je vous donne un exemple, là, pendant une longue période de temps, bien, le comité serait probablement enclin à recommander son changement pour un autre fonds similaire. Okay? Donc, il y a quand même une très belle surveillance qui est faite et c'est tout à votre avantage. Parce qu'il y a comme dans le fond, c'est entre vous et la compagnie de gestion, il y a un autre niveau qui est votre comité de surveillance. Okay? La semaine dernière, il y a eu une petite erreur au niveau des rendements qui étaient affichés. Ça a donné 10,1 fonds d'action Actis, pardon. Le fonds d'obligation a donné 9. Ça a été une excellente année pour les obligations en 2014. Je ne crois pas que ça va se reproduire pour très longtemps, mais ça a été une excellente année. Et le fonds diversifié, bien, c'est un mélange du fonds d'obligation puis le fonds d'action Actis. Donc, vous a donné un peu entre les deux, 9,6 okay? Qui sont des très bons rendements, à mon avis, considérant la nature du fonds et oui, puis la volatilité dans le marché aussi, puis le coût qui est payé. Sur 5 ans, il y a donné combien? Sur 5 ans, il faudrait... vous avez accès à l'info, mais je ne l'ai pas avec moi, honnêtement. Vous l'avez. Mais sur 5 ans, là qu'on a passé 2008, ça doit donner un rendement quand même intéressant. C'est sûr que tant que 2008 était dans le décor, le rendement 5 ans n'était pas super, il ne l'est pas pour personne, au fait. Comme on disait tout à l'heure, des bas frais de gestion. C'est quelque chose qu'on ne mentionnera jamais suffisamment, je pense. Là, je pense que les gens ici commencent à connaître le principe, mais dans l'industrie en général, c'est un concept qui est encore nébuleux pour plusieurs participants, plusieurs membres.
Donc, les frais de gestion, si je prends le fonds diversifié Actis, supposons, il est à 0,779 % annuel de frais de gestion. Au fait, si je regarde ces frais-là, sont en général un peu plus bas que ce que nous, on a, Lucas et moi, dans notre IR à l'Industrielle Alliance. Fait que si vous avez 1 000 $ dans votre compte, il va vous avoir coûté 8 $ pour gérer. OK? C'est ça que ça veut dire essentiellement. Fait que c'est très bas. Fait que ça vaut la peine de maximiser cet aspect-là. Mettons 9,6, moins 0,8. Puis l'avantage aussi, comme on mentionnait, c'est qu'il y a une surveillance qui est faite aussi par les membres du comité de l'Actis. Donc, ça donne comme un coussin de sécurité supplémentaire, là. Ils ne sont pas tout seuls dans leur mandat. Ils ont les gens industriels avec eux. Ils ont même un consultant qui est dans le dossier aussi. Donc, il y a des gens de l'externe avec différents points de vue, différentes expertises qui sont là pour les conseiller, pour qu'ils prennent les bonnes décisions aussi. Donc, pas pour simplifier la chose, mais c'est un bon deal. OK? Je ne le dirai pas assez, je pense. Donc, ces mêmes choses-là sont disponibles autant dans le fer qu'un FRV sous le chapiteau de l'Actis, que le CELI aussi. Okay? Fait qu'à considérer, si vous avez des épargnes ailleurs, ça ne veut pas dire que c'est mauvais. Au contraire, c'est sûrement très bon, mais c'est important qu'au moins vous compariez. Bien, j'en ai-tu pour mon argent? Si je paye 2 ou 2,5 puis que je n'ai pas plus de services que j'ai dans le régime collectif, bien pourquoi je paierais 2-3 fois plus? Si je prends, mettons, le fonds diversifié Actis versus un autre fonds diversifié dans n'importe quelle autre institution financière, d'après moi, il performe, en tout cas, certainement autant, sinon mieux. Donc, pour avoir plus de rendement, il faudrait vraiment être dans un fonds spécialisé qui, peut-être, une année donnée, donnerait... Si vous comparez les rendements, c'est important de regarder. Là, je vous montrais des rendements au 31 décembre 2014. 2014 a été une bonne année, mais c'est important de regarder. À mon avis, moins de 5 ans, ça ne vaut pas la peine de regarder les rendements. Il faut regarder sur au moins 5 ans, puis idéalement sur 10 ans, là, pour être capable de sortir une tangente qui a de l'allure là, par rapport à la performance d'un fonds. Là. Okay. Sur ce, je vous laisse partir en paix avec votre retraite. Merci beaucoup pour vos nombreuses questions intéressantes. C'était vraiment agréable d'être ici. On se revoit, j'espère. Merci beaucoup.